L'actualité de la semaine est marquée par des événements, encore une fois, clivants, et c'est devenu une constante à laquelle nous allons certainement devoir nous habituer. Les agriculteurs sont en colère et essaient de faire entendre leur voix en bloquant des endroits qui leur semblent stratégiques. De l'autre côté, le Conseil constitutionnel permet au gouvernement de pouvoir faire passer sa loi immigration. Enfin, ce qui reste de cette loi, amputée de 40% de sa substance, après avoir déjà largement été revue pour faire consensus et pour satisfaire surtout la droite républicaine. Mais au final, que reste-t-il de cette loi? N'est-ce pas une ramette de papier rajoutée à ce millefeuille illisible qui est devenu le code pénal? Le gouvernement, à travers son ministre de l'Intérieur, se dit satisfait que sa loi puisse passer. Et le président, quant à lui, demande une mise en application rapide. Et tout ça sans cligner des yeux. La droite républicaine, elle, crie au coup d'État de droit, rendant absolument cacophonique tous ces discours de médiocrité politique, éloignant encore un peu plus les citoyens. Nos politiques ont beaucoup de ressources quand il s'agit de mettre à genoux les citoyens de leur pays en votant à l'unanimité une rallonge de leurs frais de représentation dans une période, comme on le sait tous, où les Français sont en grande difficulté et galèrent. Et vous remarquerez le culot, notamment des explications données par ces mêmes, par ceux-mêmes, pardon, qui ont voté cette fameuse rallonge. Et aucun d'entre eux ne demandera aux citoyens de descendre manifester dans la rue pour pouvoir dire à quel point ils sont contre cette décision. Et pourtant, il le faudrait peut-être. Nos salaires qui sont censés être indexés sur l'inflation est un combat que ces mêmes députés n'arrivent pas à faire admettre. Et comme d'habitude, nous sommes encore les dindons de leur farce. Avec les élections européennes en toile de fond et un combat de coq annoncé entre notre Premier ministre, notre cher Gabriel Attal, et le Rassemblement national de Jordan Bardella, je me dis que nous ne sommes pas au bout de nos peines et j'ai tendance à dire que nous avons les politiques que nous méritons, vous le savez, si vous nous écoutez et vous nous regardez souvent, mais faut-il que nous ayons été très vilains pour mériter pareil sort? Boris Cyrulnik et Antoine Spire disaient que la résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Et je crois que nous, citoyens de ce pays, nous sommes marqués de ce sceau. Et nous connaissons la galère et notre colère s'exprime de plus en plus à travers toutes les luttes pour survivre et tous les témoignages, nous ici, que nous recevons. Ici, votre émission, vous le savez, vous donne la parole. Et comme toujours, sans langue de bois, bienvenue dans votre émission Politiquement Vôtre. Et je... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Politiquement Vôtre. Nous sommes partis pour être avec vous jusqu'à 20h30 pour parler comme d'habitude de politique et vous savez à quel point cette actualité est toujours très chargée. Et aujourd'hui avec moi, l'équipe a un peu changé puisque nous avons Kamal qui n'était pas avec nous la semaine dernière. Kamal, bonsoir. Bonsoir Yannick, bonsoir aux invités, à tous ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui, malgré les situations assez compliquées. Donc oui, je suis ravi d'être avec vous. C'est vrai que la semaine dernière, j'étais absent, mais c'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous. Et puis, on est, voilà, l'équipe a pu tourner, d'autres ont pu s'exprimer. Kamal, je crois que ta présence est très à propos aujourd'hui, puisque ancien candidat aux élections législatives, il y a un sujet, hein, il y a un sujet dont il va falloir qu'on parle hein, très sérieusement et qui va faire, à mon avis, débat. Ça fait plaisir. Nous accueillons Kant qui était avec nous la semaine dernière. Kant, la grande gueule, l'aboyeur, le poil à gratter de cette émission. Bonsoir Kant. Bonsoir, bonsoir. La grande gueule peut-être, l'aboyeur un peu moins. Mais je suis heureux d'être avec vous une fois de plus.
J'espère qu'on pourra débattre de l'actualité. Mais ce que je voulais dire, c'est que de Lyon, je suis sorti aujourd'hui et il y avait dans l'air une odeur de fumier. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il me semble que les agriculteurs sont en pleine démonstration de force. Et en pleine démonstration de force, c'est d'ailleurs l'objet de notre premier sujet, et nous allons y venir de suite. C'était un déplacement prévu pour ratisser large, évoquer dans une sorte de grand débat les sujets qui préoccupent les Français. Mais Gabriel Attal a vite compris que l'un d'eux allait s'imposer, la grogne dans le monde agricole et la question des revenus, ferment numéro 1 de cette colère. Il faut que nos agriculteurs puissent vivre de leur travail. Parce qu'à un moment, c'est eux qui nourrissent le pays. Sans eux, on l'a vu pendant le Covid, mais si on ferme toutes les frontières, on est bien content d'avoir notre agriculture qui est là pour nous permettre de tenir. Une fois énoncées les bonnes intentions, place aux questions concrètes, très concrètes, comme celle de ce maraîcher qui dénonce les obligations de plus en plus draconiennes sur les produits phytosanitaires. Il y a aussi des réglementations illisibles et inapplicables sur le terrain qui mêlent la totalité des arboriculteurs et maraîchers de France hors la loi. Les agriculteurs ne sont pas des bandits, monsieur Attal. Ce sont des gros travailleurs. Dire on interdit tel produit, mais l'alternative n'arrivera que dans quelques années sans apporter plus de solutions, je suis conscient que c'est pas satisfaisant. C'est sur ça que je travaille avec mon gouvernement. Les agriculteurs, messieurs, en colère, on vient d'entendre dans ce jingle le Premier ministre s'exprimer. De nombreux blocages sont attendus, sont prévus. Gabriel Attal a dit « on ne vous lâchera pas », comme une petite musique qu'on a déjà entendue ici ou là de la part de nos politiques. Vos avis, messieurs, en commençant par toi, Kant. Les agriculteurs sont en colère, une odeur de fumier à Lyon, mais pas que. Un peu partout sur le territoire. Quel est ton avis, Kant ? Ben justement, si j'ai un petit cafouillage dans mes affaires. Alors attendez, excusez-moi. Voilà, hop. Alors effectivement, les agriculteurs sont en colère, très très en colère. Derrière, la France est bloquée, hein. La plupart des autoroutes, la A43, la A7, la plupart des autoroutes sont bloquées. À 6, Donc, à 13, très loin de Paris pour voilà. l'instant. Tout le pays est Très bloqué. loin de Paris pour l'instant, mais suffisamment pour quand même créer un trouble manifeste. Et pourquoi sont-ils en colère, ces agriculteurs? Parce que c'est pas simplement le fait qu'ils soient en colère. Donc il y a les raisons de la colère. Il y avait les raisins de la colère, c'était un film. Là, on a les raisons de la colère, qui est bien une situation réelle et non virtuelle. Tout d'abord, parce qu'il y a un problème de rémunération. Vous savez que la plupart des agriculteurs ne vivent pas correctement, n'ont pas un salaire décent. La plupart d'entre eux sont à 60%, donc sous le seuil de pauvreté, ils sont à 60% du salaire médian. Donc la plupart d'entre eux touchent à peu près entre 550 et 650 euros par mois. Ils ont vu leurs revenus baisser de 40% sur les 30 dernières années. Donc effectivement, on a les chiffres, hein. Le salaire médian, pour que les gens puissent bien s'en rendre compte, c'est 1 102 euros par mois pour une personne seule et 2 314 euros pour un couple. Alors imaginez quand vous avez un salaire qui atteint 60% du niveau de vie médian. Donc ce n'est pas énorme par rapport au travail qu'il génère. Donc déjà, revalorisation du travail. Alors pourquoi revalorisation du travail? C'est qu'on constate par exemple que quand un agriculteur, par exemple ceux qui ont des vaches, qui produisent du lait, quand une laiterie par exemple achète le litre à 40 centimes d'euros à l'agriculteur, on le retrouve après en rayon à 1,07 €. Et l'agriculteur, lui, ne s'y retrouve pas. Ce qu'il touche lui permet à peine de rentabiliser de couvrir les coûts de l'exploitation. Et donc, tout ce qui est main-d'œuvre, salarié, il n'a plus d'argent pour payer cette partie-là. Donc, ils sont régulièrement, souvent en déficit, et ils sont pratiquement tous endettés à hauteur de au moins 50 000 euros. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette démarche revendicative et justifiée. Ensuite, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le GNR, c'est le gaz non routier, qui est très très important parce que c'est le carburant qui sert aux agriculteurs pour alimenter leur outil. Et ce carburant-là, normalement, c'était ancré dans une niche fiscale qui leur permettait
d'avoir une réduction assez importante. Et là, depuis 2023, le gouvernement, le maire, le ministère des Finances a décidé de supprimer cette niche, cette espèce de niche fiscale, on va dire, progressivement jusqu'en 2030. Aujourd'hui, en 2024, ils ont eu 3 euros pratiquement, 2,85 € de supplément, en supplément de ce qu'ils payaient avant. Donc, ce qui leur met à peu près, ils sont à peu près à 6 centimes 71. Alors que la taxe réelle, hein, c'est pour ça qu'on parle de niche fiscale, la taxe réelle, s'ils devaient la payer vraiment, ce serait de 24 centimes 85 ou 71. Donc, l'augmentation n'étant pas supportable, effectivement, ça leur coûte énormément. Et les revenus ne sont pas conséquents, donc ils ne peuvent pas faire correspondre les dépenses face aux recettes qui sont de moins en moins importantes. Alors, Voilà merci principalement les Kant. revendications des agriculteurs. Merci Kant. Kamal, avant de te donner la parole, en effet, quand on retient ce que dit Kant, hein, notamment en parlant du GNR, mais on y reviendra justement de cette fameuse niche fiscale et de cette décision qu'a pris Bruno Le Maire. Kamal, quel est ton avis, toi, futur législateur, quel est ton avis très clair sur ce sujet? Donc, effectivement, on parle d'un sujet qui date depuis très longtemps, parce que là, on dit que les agriculteurs sont en colère. J'ai envie de juste dire qu'ils expriment cette colère parce que ça fait très longtemps qu'ils sont en colère. C'est pas d'aujourd'hui qu'on connaît le problème, c'est pas d'aujourd'hui que les agriculteurs, malheureusement, subissent tous ces dérives liées soit aux industries alimentaires, c'est-à-dire les revendeurs, mais aussi aux taxes et tout ce qui leur pèse dessus. Moi, je suis assez bien placé pour le savoir. Je suis en Seine-et-Marne, c'est quand même une terre aussi d'agriculteurs. Et donc, on voit effectivement chaque jour ce que subissent les agriculteurs. Quand il a très bien exprimé en disant, donner les différents chiffres, effectivement, de la réalité du terrain, ça veut dire un agriculteur aujourd'hui qui travaille ne vit pas de son travail. Et pourtant, c'est lui qui nourrit le peuple. Donc, il y a quand même une espèce de contradiction dans la vérité. C'est-à-dire que celui qui nourrit le peuple n'arrive pas à manger lui-même. Et donc, ça n'a pas de sens. Donc, il faut se poser des questions. Effectivement, là, j'ai entendu le ministre qui dit qu'il n'y aura plus d'augmentation sur ce fameux carburant spécifique pour les agriculteurs. Il faut savoir, c'est une charge assez lourde dans l'exploitation. Compter minimum 600 € par mois en matière de carburant. Le carburant, aujourd'hui, c'est une charge lourde pour Voilà. tous les Français, hein, et Oui, pas pour tous les seulement Français, pour les effectivement, agriculteurs. pour tous les Français, c'est une charge lourde, mais aussi pour les agriculteurs, parce qu'on sait qu'ils ont besoin des machines. Aujourd'hui, l'agriculture sans les machines, c'est pas possible, parce qu'on est dans une agriculture à grande échelle, on ne pourra pas faire sans les machines. Donc, on voit que ça pèse énormément sur leur budget. Les salaires aussi, c'est des salaires assez maigres, si j'ose dire. Et là encore, en plus des salaires, ils se font des rappels de trop perçus, soi-disant, que l'État leur demande. Je veux dire, voilà, il y a une espèce de charges sur les agriculteurs qui font que malheureusement certains finissent par passer à l'acte et mettre fin à leur vie. Et ça, malheureusement, ça ne devait plus se produire. Donc, on aura des questions à se poser à l'issue. Il ne faut pas que ça s'arrête simplement en disant on va donner soit des primes, on va baisser l'essence. Moi, je me pose la question aujourd'hui, et c'est une question que j'ai envie de me poser aux Français. Et si demain les agriculteurs devenaient des fonctionnaires, et si on prenait en charge leur salaire? Parce que ce sont eux quand même qui nourrissent le peuple. Et si on prend en compte leur salaire? C'est une question que j'ai envie de poser à l'État face à face. C'est une bonne transition d'ailleurs, Kamal, pardon, puisque c'était la question que j'allais poser. Est-ce qu'on n'est pas dans une grande hypocrisie là aujourd'hui? On a entendu jadis l'agriculture cause nationale, c'est important, bien manger. Oui. On nous a fait des pubs, en veux-tu, en voilà, 5 fruits et légumes par jour, etc. Et on a aujourd'hui ces gens qui nourrissent le peuple au quotidien, qui ne peuvent pas, Kant le disait très justement, se nourrir eux-mêmes. La question se pose très réellement, quand les agriculteurs ne devraient-ils pas être des fonctionnaires de l'État, avec ce rôle essentiel qu'ils occupent dans notre société? Quand on n'a pas de son. Oui, excusez-moi, Voilà. j'avais coupé pour les bruits de fond. Alors, effectivement, la question pourrait se poser dans ces termes-là, mais honnêtement, je pense que les gens préfèrent vivre de leur travail. Être fonctionnaire, ils peuvent l'être un petit peu quand même, puisque Ça sous-entend que les aujourd'hui, fonctionnaires ne vivent pas de leur travail, Kant?
Non, c'est pas normal que les fonctionnaires ne puissent pas vivre de leur travail. Alors qu'il y a peut-être 50 ans, les agriculteurs, pardon, les agriculteurs vivaient de leur travail. Les exploitations agricoles, c'était des exploitations hyper rentables, Oui, mais, et c'était une fierté. mais Et face à la là, ça fait concurrence, partie. avec Là, une, ça fait partie aussi de la revendication des agriculteurs, c'est la reconnaissance. Il n'y a plus de reconnaissance et ça les touche fortement parce que avec une pendant concurrence qui des n'existait années, pas quand. pardon? Avec une concurrence qui n'existait pas il y a encore 30 ans, 40 Oui, ans. On est face à une si, mondialisation la de, de, concurrence de, a de la- toujours existé. Elle a La toujours existé, concurrence mais a, pas dans ces termes-là. Aujourd'hui, on non retrouve mais, dans tous les étals de tous les magasins, la moitié des produits, des légumes que l'on retrouve sont espagnols, par exemple. mais justement, c'est ce que Elle j'allais n'existe dire. plus. C'est, Elle n'existe plus. c'est-à-dire que la concurrence existait, elle a toujours existé parce que l'Union européenne, ça existe depuis un certain temps. Mais simplement, c'est qu'il y avait des protections. Il y avait des normes qui étaient établies et qui permettaient à l'agriculteur français de se sortir vraiment bien par rapport aux autres. Aujourd'hui, avec l'Union européenne, avec la PAC, la politique agricole commune, on est en train de mettre des normes qui appauvrissent les agriculteurs français notamment. Et ensuite, on vient les abeuvrer de subventions, la subvention étant à peu près de 9 milliards d'euros par an. Mais ces 9 milliards d'euros par an sont conditionnés par des contraintes qui les obligent, par exemple, à mettre en jachère une partie de leur exploitation pendant un certain nombre d'années. Et ensuite, on leur demande aussi de pouvoir créer des espèces de prairies, par exemple, pour pouvoir redynamiser la biodiversité, etc. Des contraintes qui les obligent à travailler plus déjà et à faire des heures pas possibles et que ce n'est pas du tout rentable. Aujourd'hui, vous parliez de fonctionnaires. On pourrait presque parler de fonctionnaires avec les 9 milliards d'euros de subventions, un peu comme la banane en Guadeloupe, qui n'est pas Non, rentable s'il n'y a pas de subvention. Aujourd'hui, l'agriculteur français, il n'a pas de rentabilité sans la subvention et encore, malgré la subvention, il souffre. Pourquoi? Parce qu'on a mis en concurrence des agriculteurs européens avec des normes complètement différentes. On les a mis en concurrence avec des agriculteurs mondiaux avec des normes complètement différentes. Et ce que l'agriculteur français ne peut pas faire en termes de pesticides, par exemple, ses voisins peuvent le faire. celui qui est en Tout à Équateur fait. peut le faire et peut faire arriver la marchandise en France sans problème. Mais, Donc il y a une mais forme de justement, dichotomie. Il y a une tout à forme de dichotomie dans l'établissement des règles européennes qui ne sont pas du tout en faveur des agriculteurs français. Et quand, c'est là qu'est le problème. ne faut-il pas, justement, Kamal, c'était la proposition que tu faisais, hein, que nos agriculteurs soient fonctionnaires. Alors, en effet, hein, beaucoup d'aides sont distribuées pour retrouver un peu de souveraineté. Est-ce que ça ne serait pas une solution? Retrouver un peu la souveraineté alimentaire de ce pays, une autonomie alimentaire qui n'existe plus aujourd'hui dans l'État. Est-ce que ça paraît être, pour Kamal, puisque c'était ta proposition, est-ce que ça te paraît être la bonne solution? Bah, ça fait partie de la solution. Ça ne sera pas simplement ça, parce que de l'autre côté, on a dit aussi que le problème des normes. D'un côté, vous êtes deux à vivre dans un pays où il y a un à qui on impose énormément de lois et l'autre à qui, voilà, c'est un boulevard d'ineptie. Et ça aussi, ça n'a pas de sens. Moi, je suis pour les normes. Effectivement, les normes, ça permet aussi de protéger notre santé pour éviter qu'on se retrouve avec. Mais ça n'a pas de sens si on met des normes et on impose des normes aux Français, aux agriculteurs français, et de l'autre côté, les produits de mauvaise qualité, parce que la réalité, c'est ça, c'est qu'on se prend énormément de produits avec trop de chimiques qui arrivent de l'extérieur et qui nous pourrissent la santé. Et il faut voir les courbes liées aux maladies, liées à la malbouffe, aux pesticides, et on voit comment ça nous coûte cher aujourd'hui. Donc, d'un côté, moi, je suis favorable, et je l'ai toujours dit, à faire de nos agriculteurs des fonctionnaires, des salariés de l'État qui auront pour seul but de s'occuper et de produire une production de qualité. Et aussi, ça permet aussi de remettre du monde dans les champs parce qu'il faut aussi diminuer la quantité de pesticides qui sont utilisés. Et même si on met de la main-d'œuvre pour remplacer les pesticides, ça ne coûtera jamais plus cher à l'État que ce que nous coûte maintenant la sécurité sociale du fait des maladies qui sont développées à cause de la malbouffe.
les cancers, les problèmes liés aux intolérances et tout ça, ça coûte énormément à notre système de santé. Donc, faire des agriculteurs des salariés, ça nous coûtera beaucoup moins cher que de vouloir soigner les maladies liées à tous non, mais ces on phénomènes. pourra jamais le faire, Kamal. Pourquoi? Parce On que peut le faire, déjà, c'est une volonté. on peut pas le faire. Alors, on peut pas le faire dans le contexte aujourd'hui, puisque déjà au niveau européen, l'Europe demande à la France de diminuer sur les fonctionnaires déjà d'État, les Oui, fonctionnaires mais on dans voit les bien que différentes. l'Europe Donc c'est pas pour en part à la remettre. dérive actuellement. Oui, mais c'est pas pour en remettre au niveau des agriculteurs. Donc ça n'a pas de sens. C'est un non-sens Non, non, aujourd'hui ça d'en n'a pas de parler. sens pour Même l'Europe, si mais l'idée pour peut nous, ça a paraître du sens. séduisante. Ça Pardon? n'a pas de sens pour l'Europe, mais pour nous, ça a du sens et on doit reprendre la Oui, mais main sur malheureusement, on doit on est retirer à l'Europe certaines prérogatives parce qu'on voit bien que l'Europe n'est pas dans l'intérêt des peuples et mais l'Europe en malheureusement, croissance des peuples. Kamal, on n'est pas dans le pays de oui-oui. On est, Ouais, des on est bisounours. en Europe. Je On est dans une l'attendais, réalité. Quentin. Je Voilà, l'attendais. On on n'est est, pas dans on le est dans pays des une bisounours. réalité et on est obligé de discuter dans le contexte qui nous est imposé aujourd'hui. Donc, Néanmoins, on va pas faire de la On politique. peut On va pas discuter faire dans de le la. contexte. On va pas faire de la néanmoins, monsieur. politique fiction. On doit trouver des solutions par rapport aux éléments que l'on a aujourd'hui. Néanmoins, Aujourd'hui, ce messieurs, qu'il faut, aujourd'hui, quand ce ce qu'il pays faut, il de... faut que les agriculteurs puissent vendre leurs produits à un prix correct. Par exemple, 40 centimes d'euros le litre de lait et qu'on le retrouve à 1,07 €, il faudrait plutôt qu'ils puissent pouvoir le vendre entre 60 et 80 centimes pour pouvoir le vendre un peu, pour pouvoir avoir plus de marge. Mais est-ce que toi, Kamal, Pardon, tu voudrais acheter le litre de lait à 2,40 € par exemple? Mais là, j'ai envie de dire, c'est là que tu fais de la politique fiction parce qu'on sait bien que c'est l'offre et la demande. Si tu as le lait espagnol qui arrive beaucoup moins cher et bourré de pesticides, c'est sûr que l'agriculture française ne pourra jamais vendre son lait au prix qu'il veut. Donc maintenant, il faut imposer aux Espagnols de nous vendre un lait de qualité aux mêmes normes que les normes françaises. C'est ça aujourd'hui qu'il faut la réalité. C'est que donc, nous, il y a un problème. Donc, messieurs, il y a un problème au niveau européen. C'est-à-dire qu'on nous sort. donc c'est ça que je suis en train de dire. Il faut retirer à l'Europe cette prérogative. messieurs, Voilà. messieurs. L'Europe nous sort des Quand normes est-ce que personne contradictoires personne pour m'entend. arriver à quelle fin? Quand C'est ça la question qu'il faut se poser. Demain, peut-être, il faudra commencer à préparer des procès contre l'Europe pour génocide. Donc ça, je pense qu'on va y arriver. On peut pas reprocher des choses à l'Europe si on reste dedans. C'est soit on reste dans l'Europe ou soit on en sort. Parce que on voit que, par exemple, les Britanniques ont tenté d'en sortir. On voit qu'on a le droit de reprocher à l'État français des choses et poursuivre l'État français alors qu'on est toujours français et dans l'État français. Donc, je crois que vous m'entendez pas, messieurs. Je crois que vous ne m'entendez pas. Pour recentrer un peu le débat, j'essaie de vous interpeller depuis 2 minutes et je vois que le débat est quand même très enlevé. N'oubliez pas qu'on est dans un débat. Il faut que la parole puisse circuler et surtout que nos auditeurs, vous savez, la place qu'ils ont dans cette émission, puissent aussi être entendus. D'ailleurs, j'ai Cynthia qui vous interpelle et notamment Kamal, et Cynthia qui nous dit des fonctionnaires, nous en avons assez, les agriculteurs qui deviendraient fonctionnaires, ça nous coûterait encore ce que nous n'avons pas et endettera encore plus ce pays. Ça, c'est Cynthia qui nous dit ça. Kamal, si tu veux lui répondre. Oui, je vais répondre à Cynthia justement parce que c'est là où on se trompe. Si on permet aux agriculteurs d'être fonctionnaires, de nous produire de la nourriture de qualité, cela nous coûtera beaucoup moins cher que ce que ça nous coûte aujourd'hui parce que la nourriture qu'on reçoit, tous les produits qui arrivent de l'Amérique du Sud, de l'Espagne, du Portugal, ont tellement de pesticides que ça nous développe des maladies qu'aujourd'hui on est incapable de guérir. Je prends le cas au simple. Quelqu'un qui a 18 ans, qui est touché par des maladies liées au blé, parce qu'on sait qu'aujourd'hui avec le blé, on fait des intolérances, il faut prendre en compte cette personne pendant 60 ans. Ça veut dire pendant 60 ans, il va falloir soigner, trouver des solutions et tout ça, ça pèse sur la sécurité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que les maladies liées à notre alimentation, aujourd'hui, nous coûte beaucoup plus cher parce qu'il faut soigner toute une population à cause de ces pesticides, alors que si on prend en charge le salaire des agriculteurs afin de leur permettre de produire de la nourriture de qualité avec des normes qui sont saines, mais cela nous coûtera beaucoup moins cher parce qu'on n'aura pas à traiter toutes ces maladies. Et c'est ça la réalité. C'est ça que les gens ne disent pas, ils ne savent pas. C'est que derrière toutes nos maladies, il faut les traiter. Et c'est la Sécu. Et la Sécu, c'est qui? C'est l'État. Donc, il faut prendre ça en compte.
Merci, Oui, mais Kamal. Quand une question t'est posée par Étienne, donc Étienne nous livre déjà son état d'âme, qui nous dit il faut bloquer les produits espagnols, par exemple, les produits qui viennent de l'étranger, protéger davantage notre agriculture. C'est simple, mais l'État veut nous laisser mourir. Quand les chiffres, on s'en moque. Quelles sont les solutions? Nous, on crève. Je suis agriculteur depuis 15 ans et je ne vis pas de mon métier. Voilà ce que nous dit Étienne, et ça s'adresse à toi, Comte. Mais justement, on a une problématique qui est pratiquement qui ne peut pas se résoudre tant qu'on est dans le contexte européen. L'Europe, pourquoi ça se passe comme ça? Vous savez que l'Europe à terme sera unie. L'unification de l'Europe, ça voudrait dire que l'Europe veut spécialiser chaque pays dans un secteur d'activité. Donc forcément, dans la stratégie européenne, chaque pays aura un secteur d'activité préférentiel ou sur lequel qu'il maîtrise. Donc l'idée, c'est pas de permettre à la France de bien vivre de l'agriculture si on a décidé que ça sera plutôt un autre pays qui sera le leader sur ce secteur-là. Donc il y a une stratégie à court, moyen et long terme de l'Europe pour pouvoir arriver à cette solution-là. On est dans un processus qui malheureusement sera contre les agriculteurs français. Et pour moi, il n'y aura pas de solution à terme pour que les agriculteurs français puissent s'en sortir. À terme, les petits agriculteurs vont disparaître. On a le président de la FNSEA, par exemple, qui est Arnaud Rousseau, qui possède plus de 700 hectares de terrain. Quelqu'un qui n'est pas du tout agriculteur, mais qui a fait l'école de commerce, les grandes écoles de commerce et qui possède énormément d'entreprises autour de l'agriculture et qui est le représentant des agriculteurs auprès de l'État. Donc on voit que ça, voilà. Vous voyez par exemple, ça c'est du business pur et qui ne cherche pas forcément à défendre les agriculteurs. Donc pour Dans ce répondre sens, il n'y a pas de à la solution. question, pour répondre à la question, c'est que on est dans un mouvement qui verra de plus en plus les agriculteurs français disparaître. En 2016, par exemple, il y a eu plus de 520 suicides. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 2 agriculteurs qui se suicident par jour en France. Et ça, ce n'est pas une fake news, ça a été vérifié justement par France Info sur les fake news. 2 agriculteurs qui se suicident par jour. Donc ça veut dire qu'on est on est dans un processus malheureusement qui ne sera pas favorable à long terme aux agriculteurs français. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de solution. La France aujourd'hui, le gouvernement français aujourd'hui essaie d'éteindre le feu et il ne fait que ralentir l'échéance. Mais à terme, ça sera catastrophique pour les agriculteurs, malheureusement. Merci, Kant. J'ai un message qui arrive et qui est un message que je termine assez poignant. Alors visiblement, on est écouté par des agriculteurs aujourd'hui et on vous salue, messieurs et mesdames, vous qui nous nourrissez chaque jour. On nous dit pourquoi nous ne sommes pas soutenus, nous, les agriculteurs. Vous, les médias, vous nous boycottez. Quand vous qui avez la voix, qui portez, vous êtes très technique alors que nous, on a besoin d'un soutien sans faille et de se rendre compte que la population est avec nous. Voilà ce que nous dit cette personne, ayant l'impression que les médias les boycottent. Pas ici, hein, pas sur GFM Média, puisqu'on parle de vous et on vous donne la parole, on vous donne la possibilité de vous exprimer, mais ils ont quand même le sentiment que la populace ne les suit pas quand même. Mais là, on voit bien que la population suit. Regardez, aujourd'hui, la majorité des Français, plus de 42% des Français, soutiennent l'action des agriculteurs. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine majorité relative, peut-être, de Français qui sont 42% n'est pas élu. Hein. Non, mais 42%, mais il faut voir en face. On a eu un président à 65% mal élu, donc à 40%, on est élu de rien du tout. On a eu un président à 28%. Mais oui, voilà, c'est le fameux discours qu'on entend en permanence. Le président à 28% n'est pas élu non plus. Hein. 42%, ça dépend du nombre de votants, hein, au final. Hein, 42%, c'est un très bon chiffre pour être élu, ça dépend de la proportion. Mais en tout cas, 42% qui soutiennent et peut-être un complément qui sont sympathisants aussi, donc qui fait une majorité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français soutiennent ce mouvement-là. Aujourd'hui, même le ministre de l'Intérieur ne bouge pas parce qu'il sait que ce mouvement-là est légitime
et que s'il bougeait, par exemple, en répondant de manière brutale, Aucune il y raison. aurait des réactions et Aucune que ça raison. pourrait, on pourrait rentrer dans un engrenage, on ne sait pas où on ira Mais est-ce qu'il ensuite. sera obligé Donc là, vous avez il vu n'a quand aucune même raison la aujourd'hui faveur. d'agir de cette manière. Il a aucune Non, raison. mais Les vous manifestations se avez passent vu de la manière, correctement. vous avez vu de la manière dont on agit avec les agriculteurs aujourd'hui, avec tact. C'est-à-dire, on n'intervient pas, même si, bon, il y a quand même une partie de la préfecture qui a brûlé. Bon, on va pas intervenir, on va laisser faire les choses. Aujourd'hui, Gabriel Attal est intervenu aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a dit justement pour les calmer? Ah non, le GNR, donc le gaz non routier, on ne va pas y toucher. C'est quelque chose qui ne ramène à rien à l'État au niveau des taxes. Donc pourquoi augmenter une taxe qui ne ramène rien à l'État et qui impacte les petits? Bon, donc entendu. Sur cette partie-là, c'est une façon indirecte de dire ben non, on ne touchera pas au GNR. On va réfléchir sur les autres questions, les autres solutions, mais en réalité, ils sont tellement embêtés qu'ils n'ont pas vraiment de solution. Ben Ils oui, n'ont mais pas de solution parce que la solution vient de l'Europe. C'est pas c'est Gabriel aussi ce qu'il faut Attal peut dire entendre. tout ce qu'il veut, mais il y a des lois supranationales. Aujourd'hui, ce sont des transpositions européennes qui sont appliquées. Donc, Quand c'est aussi ce qu'il faut entendre et c'est aussi ce que nous disent les personnes qui nous regardent aujourd'hui, Kamal, ce qu'on leur dit en substance, c'est qu'il n'y a pas de solution. C'est que, messieurs, circulez, il n'y a rien à voir, vous êtes dans la rue, vous manifestez, jetez vos choux sur la voie publique, jetez vos navets par-dessus les fenêtres, mais circulez, il n'y a rien à voir, pas de solution. Non, Voilà ce que dit le gouvernement, voilà ce que dit le législateur aujourd'hui face à une population qui est en grande difficulté, mais qui ne date pas d'hier, cette difficulté. Hein. Je veux dire, ça fait un moment que ça dure. Voilà ce que dit le législateur. Et voilà ce qu'on leur dit aussi aujourd'hui, nous. C'est pas, nous ne sommes pas les décideurs, mais pas de solution, Kamal. Mais nous disons pas de solution. Je pense qu'il y a toujours une solution. Déjà, j'ai envie de dire que. Mais elle doit être, pardon, Kamal, mais elle doit être immédiate. Elle est tout de suite. Les agriculteurs sont en difficulté maintenant. Ils n'arrivent pas à se nourrir aujourd'hui, tout de suite. On parle d'Europe, on parle de grandes lois, on parle de grands projets. C'est 6 mois, 1 an, 2 ans. Les gens crèvent de faim maintenant. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Donc, la première des choses, effectivement, ils sont soutenus parce que c'est vrai que ça fait quelques semaines qu'ils sont dans les rues, les agriculteurs. C'est maintenant qu'on en parle dans les médias, mais nous, ça fait quelques semaines qu'on suit les agriculteurs un peu partout qui sont en colère et qui commencent à monter. On sait qu'effectivement, comme il dit, on ne parle pas d'eux parce que les médias, malheureusement, ne les maîtrisent pas et les médias donnent vraiment ce qu'ils ont envie de donner selon les intérêts qu'ils ont. Mais les agriculteurs sont soutenus. Moi, j'ai soutenu l'action des agriculteurs depuis bien longtemps et moi, j'ai toujours dit qu'il fallait justement prendre en compte réellement la problématique des agriculteurs pour justement répondre à leurs problèmes par des moyens concrets. Quand on sait que 80% des sommes qui sont mises en place pour venir en aide aux agriculteurs sont prises par les 20% des gros. Ça veut dire que tout l'argent qui est mis sur la table, donc on parle de la loi de 80-20, ça veut dire que 80% de la manne financière qui est mise en place est absorbé par 20%, donc les multinationales énormes qui nous pourrissent la vie en réalité. Alors que les vrais agriculteurs qui sont proches de nous, qui sont les agriculteurs de terrain, ne voient pas l'argent en réalité. Donc ça, déjà, il faut changer les règles de manière à ce que ces agriculteurs puissent vraiment toucher cet argent pour vraiment les aider. Et deuxièmement, dire que c'est l'Europe qui décide, je rappelle juste que l'Europe, avant tout, c'est nous qui faisons le budget de l'Europe. L'Europe travaille pour nous. Donc c'est à nous de prendre les décisions et donner des actes à l'Europe en disant c'est pas ça que nous voulons. L'Europe n'est pas impuissante. D'accord. À un moment, il faut qu'on arrête de croire que l'Europe fait tout ce qu'elle veut. À un moment, il faut monter, aller chercher cette Europe et décocher l'Europe s'il faut le décrocher pour que l'Europe compense au service du peuple et ce n'est pas le peuple au service de l'Europe. Donc, on doit avoir des gouvernements et des politiques qui soient de qualité et capables de défendre les Français. Là, on voit bien que la politique libérale qu'on a de Macron et de tout son claque ne défend pas les Français, ne défend pas nos agriculteurs. Eh bien, il faut les remplacer. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut répondre aux problématiques des agriculteurs. Donc, tout le monde doit faire un geste. Ça veut dire que les distributeurs, que ce soit Leclerc et autres, doivent aussi accepter de jouer le jeu et d'arrêter de pousser les agriculteurs au bout parce que là aussi, ils refusent parfois de jouer sous leur marge. Donc, il faut qu'ils jouent le jeu. Il faut que l'État prenne aussi ses responsabilités. Moi, comme je dis,
avoir des agriculteurs qui sont fonctionnaires, ça ne me dérange pas de payer des charges pour ça, parce que je sais que derrière, je veux de la nourriture de qualité, je vais protéger ma santé et vivre bien longtemps en bonne santé. Donc, on a des choses qu'on peut prendre immédiatement, donc c'est à chacun de prendre ses responsabilités, mais tant qu'on a un gouvernement comme le gouvernement Macron, qui n'est pas là du tout dans l'intérêt des Français, Ça, ni ce ne des sont pas des agriculteurs, solutions, on ne ça. s'en Ce sont sortira des pas. commentaires. Pour le moment, je suis obligé d'être dans nos commentaires. Je ne peux pas faire des solutions. Je ne suis pas au pouvoir. Mais demain, je suis au Bon, pouvoir. par exemple, Je Gabriel suis pour Attal, reprendre la main là-dessus sur l'agriculture. Que Un, les autres voilà, soient par d'accord ou exemple, pas, on reprend la main. un dernier mot, quand par on passe au exemple, oui, sujet mais suivant. bon, en attendant, s'ils doivent mourir demain, ils auront le temps de mourir. Et tout à fait. Je veux dire, par exemple, Gabriel Attal a été concret, il a dit qu'il va y avoir une simplification des normes. Justement, c'est la simplification des normes et qu'il va y mettre en place un fonds d'urgence pour soutenir les agriculteurs. Mais il n'y a pas de détail du montant, de quand, etc., etc. Ce sont des propositions faites pour calmer justement les agriculteurs. Mais par exemple, on va prendre un exemple, par exemple, au niveau des normes. Par exemple, on a par exemple l'Europe qui dit aux agriculteurs, par exemple, la réglementation européenne impose par exemple à un agriculteur de cultiver du blé en 2024. Il dit voilà, cette année, vous allez cultiver du blé, alors qu'en 2023, c'était du maïs. Vous voyez les choses? Ça veut dire qu'il y a des principes contraignants sur l'agriculteur qui fait qu'il ne peut jamais savoir où il va aller d'une année sur l'autre et qui va faire des cultures complètement différentes qui ne sont pas forcément adaptées à la terre aussi, parce qu'on sait que la terre s'adapte à certains types de cultures. Avant de changer de culture, il faut peut-être mettre en jachère, laisser reposer la terre, etc., etc. Ce qui fait que ce sont des normes qui sont pratiquement impossibles, parce qu'en 2023, il fallait cultiver, il fallait semer du blé en 2023, ils n'ont pas pu le faire en 2023, ils vont le faire en 2024, parce que c'était impossible. Vous voyez, donc c'est ces choses-là que les agriculteurs veulent aussi maîtriser. Par exemple, pour les volaillers, par exemple, on leur dit, il va falloir, parce que la directive européenne leur Alors dit, avancez, ouais, messieurs. voilà, il Hein. va falloir vous mettre aux normes, il va falloir faire en sorte que les rejets polluants pour la volaille soient mieux traités. Alors, il va falloir passer de X volailles à X volailles, par exemple de 40 000 volailles, il va falloir passer à 21 000 volailles, et tous ces aménagements-là provoquent un surcoût pour l'agriculteur de l'ordre de plus de 50 000 euros. Comment il fait pour s'y retrouver dans tout ça? Donc, et s'il ne se met pas en conformité, on suspend l'aide. Donc, c'est tout ça qui est sur la tête des agriculteurs. Ces mecs-là, ils sont faits pour cultiver, pour nous donner à manger. Ce ne sont pas des administratifs. Et on leur demande aujourd'hui de faire beaucoup plus d'administratifs que de faire de l'agriculture. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait qu'on marche sur la tête et qu'on a un peu détourné le métier d'agriculteur pour en faire quelque chose d'autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve dans cette situation-là. Les agriculteurs, à la base, sont là pour nourrir le peuple. Ils ne sont pas là pour faire des actes administratifs. Et aujourd'hui, ils se retrouvent plus à faire ça. Eh bien, avant de passer au sujet suivant, chers agriculteurs, vous aurez compris, hein, nous sommes dans le constat, beaucoup de constats, peu de solutions, et en même temps, il me semble que nos chers décideurs, eux aussi, butent aussi, ils sont dans le constat aussi, hein, sur la question. Ils sont aussi dans le constat, ils n'ont pas plus de solutions. Kamal en a apporté une, bonne ou pas bonne. Je vous laisse juge de ça. En attendant, nos agriculteurs sont en grande difficulté, sont dans la rue. Ils ont le sentiment de ne pas être soutenus par les Français largement, quant à donner un chiffre qui le prouve, 42% les soutiennent, mais ce n'est pas une majorité. La cause de l'agriculture. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça a bougé entre-temps. Le chiffre est beaucoup plus élevé parce que c'était plus de 50% des Français qui soutiennent la cause des agriculteurs. Eh bien, tant mieux. Et ce n'est pas assez. La cause de l'agriculture devrait être une cause nationale, bien mangée. Devrait être une cause nationale. On entend ici et là certaines choses qui sont pondues dans les cantines scolaires. L'agriculture devrait être un enjeu national, tout comme doit l'être l'éducation, tout comme doit l'être l'éducation, tout comme doit l'être la santé, tout comme doit l'être tout un tas de sujets régaliens dont nos chers décideurs ne se préoccupent pas. La colère enfle. Justement, je vous le confirme, comme disait Kamal,
C'est 87% aujourd'hui des Français soutiennent les agriculteurs. C'est un chiffre qui me paraît plus à propos. Oui. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis, Comment il dirais-je faut que les agriculteurs soient concentrés sur leur travail de service d'agriculteur. Pour ça, il nous faut prendre en charge leur salaire. Comme ça, il n'a pas à donc il travaille, Mais il fait son non, job. on n'a pas à On a prendre bien, leur non, 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 salaire. on ne relance pas, messieurs, On n'est non, pas en messieurs, on ne Chine. relance pas. On Le n'est pas chez les sujet communistes. est terminé, messieurs. Le sujet est On n'est terminé. pas chez les On a bien communistes. On compris. est dans une On société a où les gens On n'est pas communiste veulent n'est pas exploiter. communiste. On a bien compris, messieurs, la position de Kamal, du représentant Kamal, le représentant Lyot. Hein, il faut quand même le dire en Seine-et-Marne. On a bien compris la position de Kamal. Il nous faut avancer. On a encore 2 sujets qui arrivent et nous passons de suite au 2e sujet. Merci, messieurs, pour vos avis sur ce premier sujet. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi immigration. Les sages ont décidé de retoquer largement le texte, 40% environ. Sur 86 articles, 37 ont été censurés partiellement ou totalement. Cela veut donc dire que ces dispositions sont retirées de la loi. On vous explique lesquelles. C'est le cas par exemple du délit du séjour irrégulier pour les étrangers, du durcissement de l'accès aux prestations sociales, vu par beaucoup comme l'instauration d'une préférence nationale, du durcissement des conditions du regroupement familial ou encore de la caution retour pour les étudiants étrangers à laquelle même Emmanuel Macron n'était pas favorable. Sans surprise, ce sont donc les dispositions les plus controversées, réclamées par la droite et l'extrême droite, qui sont écartées de ce texte. Ils ont surtout censuré les cavaliers législatifs, c'est-à-dire des dispositions qui n'avaient pas de lien direct avec le texte, autrement dit, qui n'avaient rien à faire ici. Seuls 3 ont vraiment été jugés contraires à la Constitution, parmi lesquels l'instauration de quotas migratoires fixés chaque année par le Parlement. Mais alors, finalement, que reste-t-il de cette loi ? La structure, initialement voulue par le gouvernement, a été préservée. 2 exemples à citer. D'un côté, la simplification des procédures d'expulsion des étrangers délinquants. De l'autre, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension, au cœur des débats cet automne. Le gouvernement salue donc cette décision et se réjouit de retrouver un texte semblable au projet de loi qu'il avait présenté. La droite et l'extrême droite dénoncent une décision plus politique que juridique. La gauche, elle, est soulagée, mais demande toujours le retrait complet du texte. Voilà cette explication, messieurs, que vous venez d'entendre sur ce sujet. Ce 2e sujet que nous allons traiter là maintenant, qui est le Conseil constitutionnel, qui a finalement adhéré à cette loi immigration, non sans l'avoir rabotée d'au moins 40% de sa substance. On a entendu, je le disais dans mon édito, le ministre de l'Intérieur se satisfaire de cette loi qui allait voir le jour, oubliant de dire qu'elle avait été saignée de 40% de sa substance après avoir été longuement débattue et après que des consensus aient été acceptés, des consensus en faveur de la droite républicaine chère à Éric Ciotti. Que reste-t-il de cette loi immigration ? À quoi sert-elle, Kamal, ton avis ? J'ai envie d'applaudir parce que je me dis que les mecs, ils sont très forts. Ils sont très forts parce que Madame Bonne nous avait dit qu'elle était en phase avec la Constitution, qu'il n'y avait pas de problème, et cette loi, elle est passée. Moi, j'ai envie de prendre les choses autrement, ne même pas parler de la loi, mais parler plutôt de cette vaste marchande libéralisme qui se met en place. Parce que je crois en réalité, ce qu'ils voulaient, ce n'était pas tellement la loi passe ou pas, mais c'est vraiment s'attaquer à la Constitution. Parce que là, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel s'attaque à la loi, il le vide de 40%, les juges constitutionnels vont s'en prendre. Moi, je pense que derrière tout ça, le seul but de cette loi était vraiment commencer à s'attaquer à la Constitution, de créer une Constitution plus libérale et qui répond aux attentes de ces libéraux. Et donc, ce n'est pas vraiment cette loi qu'il faut regarder, parce qu'on savait très bien que cette loi allait être rétoquée à une grande partie. Je pensais même que ça aurait été 50%, même 60%, mais on savait très bien que ça allait tomber. Mais maintenant, ça ouvre une brèche en disant, voilà, regardez les Français, c'est votre Constitution qui pose problème et qui évite de vous... Et c'est sur ça qu'ils vont jouer maintenant pour ouvrir la porte à tous ces gourous, ces vampires du libéralisme qui veulent justement détricoter notre Constitution pour en faire ce qu'ils veulent et nous manipuler, nous maîtriser comme ils veulent par la suite. Donc, ce n'est pas tellement cette loi qui était en jeu.
mais c'est derrière, c'est la Constitution. Et c'est là qu'on doit maintenant être vigilant parce qu'ils vont s'attaquer à la Constitution maintenant. Merci Kamal pour ton avis. Je ne réagis pas, je débat pas. Quand on passe de suite à ton avis, on va pouvoir en discuter juste après. Moi, je pense que justement, on est arrivé sur un sujet assez intéressant où on voit qu'un gouvernement qui n'a pas de majorité a eu l'intelligence prospective et collaborative d'utiliser le Conseil constitutionnel comme un espèce de 49.3 quelque part pour faire passer sa loi. Et c'est là l'intelligence d'Emmanuel Macron ou du système Macron qui est derrière. C'est-à-dire qu'en réalité, on l'a vu sur les dernières lois, c'est-à-dire qu'on fait le méchant, le gentil exactement, et puis après on arrive à avoir ce qu'on veut. Euh, pour avoir le vote, on a associé les républicains en leur faisant croire qu'on acceptait tout ce qu'ils voulaient, sachant très bien que constitutionnellement, ça n'allait pas tenir, mais on a obtenu un vote de l'Assemblée, parce qu'avoir un vote de l'Assemblée nationale était très, très important, ce n'est pas un 49.3. Et donc, ça validait, ça veut dire que le gouvernement est passé par un vote de l'Assemblée. Hein, donc, la démocratie a parlé. Ensuite, le Conseil constitutionnel fait partie des outils démocratiques qui va venir censurer après pour obtenir exactement ce qu'on a toujours voulu avoir. Ben ça, on peut dire bravo, bravo au niveau de la stratégie. Le prince Machiavel est bien dans son rôle et là, on ne peut que le féliciter par rapport à ça. Mais ça aussi, ça nous donne une autre indication aussi, c'est que les parlementaires ne sont pas respectés. Les parlementaires ne sont pas respectés parce que quand ils votent une loi, on sait que leur vote n'a pas de consistance réellement, parce que leur vote peut être défait. Donc, c'est un signal aussi au public pour dire, même si vous avez des parlementaires, même si vous avez des personnes qui vous représentent, ils peuvent voter dans votre sens, mais on obtient ce qu'on veut au final. Donc, en réalité, c'est la démocratie qui perd en réalité sur cette censure du Conseil constitutionnel. Merci, Kant. En substance, ce que tu dis, Kamal, c'est que Kant, pardon, c'est qu'il y a, je ne vais pas employer le terme de petit complot quand même, petit arrangement, il y a collusion dans les coulisses du pouvoir. On nous fait croire que c'est débattu et en réalité, que nenni. C'est ce que tu nous dis. Oui, parce que le Conseil constitutionnel n'a fait que refixer le projet de Macron. Il n'a fait que le refixer, que de le remettre en y ajoutant ce que eux voulaient faire, mais sans l'avouer. Ça veut dire que la partie sur les étrangers et de pouvoir les expulser, etc., c'était quelque chose que ne pouvaient pas faire des idées de gauche ou des personnes censées être républicaines. Mais comme c'était déjà appliqué par les républicains qui l'ont mis dedans, donc on a censuré les partis que vraiment on savait qu'on n'en veut pas, etc. Mais on a quand même conservé, c'est-à-dire que les républicains, c'est les dindons de la farce. Le RN, c'est intellectuellement parlant, les mecs, ils ont 10 coups d'avance, quoi. C'est des joueurs d'échecs de haut niveau. Et c'est justement ça qu'on doit comprendre. C'est-à-dire que quand le gouvernement Macron opère, il faut toujours comprendre qu'il y a quelque chose derrière. Ils ne font jamais rien sans avoir jugé le coup d'après, et même les 10 coups d'après. C'est la politique, finalement. Non, mais c'est plus que de la politique. Tu nous apprends que le président Macron fait de la politique. Non, mais c'est plus que de la politique. C'est plus que de la politique. C'est comment dirais, c'est du coup d'État permanent. C'est plus que de la politique. C'est du coup d'État permanent, mais qui ne dit pas son nom. Kamal, est-ce une réaction à ce que vient de dire, à tout ce que vient de dire Kant? Non, j'ai envie de dire, comme je dis, je crois que, bon, derrière le fait, effectivement, c'est de la politique stratégique. Ça veut dire, voilà, on veut arriver à quelque chose, mais on s'en prend autrement. Mais je crois fermement, c'est la prochaine étape, c'est s'en prendre à la Constitution.
Et pour moi, toute cette montée en puissance et toute cette mise en place, c'est vraiment une façon de détricoter la Constitution pour donner autre Ben, chose ils en ont pas à la besoin, là, législation Kamal. Hein. Mais générale. alors, Ils ont pas besoin de refaire la tu appelles ça de tes Constitution voeux, Kamal, avec cette depuis un stratégie. moment. Oui, mais pas par eux. Là, il faut Ah, vraiment qu'on tu soit appelles le vigilant. changement de la Il y a une Constitution, constitution mais qui par toi. répond. Voilà, mais il faut qu'on travaille, nous, la Constitution qui répond aux besoins du peuple. Parce que si on laisse les libéralistes s'occuper de la Constitution, on imagine bien ce que ça va donner demain. Demain, on sera peut-être dans le cas où notre Constitution n'aura plus de valeur aux yeux de l'Europe. Mais aujourd'hui, Mais on peut malheureusement, se Kamal, poser on quand est même une rentré dans question une de ère. ce qu'on veut quand même de notre quelle constitution, quel pays, quelle vie, quelle société est-ce qu'on veut pour demain. On parle sans arrêt de refonte de la constitution, changer de constitution, modifier la constitution. On a un conseil constitutionnel qui rabote une loi, qui enlève 40% de sa substance. Jusqu'à là, je ne savais pas que la fonction première du Conseil constitutionnel était de légiférer. Je ne savais pas. Bon, je pense que leur pouvoir, c'était de dire elle est bonne, elle n'est pas bonne. On renvoie à l'Assemblée nationale, vous y retravaillez. Mais là, faire un rabot d'une loi, le Conseil constitutionnel, de manière historique, ça accorde un pouvoir, se donne un droit qui me paraît, moi, là, déjà être une première entorse à ce que c'est même la fonction politique et à ce que c'est même la fonction de ce Conseil constitutionnel. Là, déjà, il y a à mon avis, un premier fait d'armes. La politique, Yannick, n'est que le reflet de la société. Aujourd'hui, ma question, qu'est-ce qu'on veut comme société? Quelle est la société que l'on veut demain? C'est pas qu'est-ce qu'on veut comme société, c'est qu'on a déjà cette société. Donc c'est pas qu'est-ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est obligé malheureusement on est acteur de de cette société aussi. Non, mais on est obligé de constater la société. On est face à une société qui existe. Non, mais on est face à une société qui existe aujourd'hui où la population est habituée à avoir tout de suite. La population n'est plus dans le différé des choses, ils sont dans l'immédiateté des choses. Et ils sont aussi dans la réelle. Ça veut dire que on est tous plongés dans un monde virtuel, mais quand on sort de ce monde virtuel par rapport aux habitus sociétales aujourd'hui, des hommes et des femmes qui composent la société, on est toujours projeté dans un monde virtuel, sur les portables, sur les réseaux sociaux, etc. Mais et quand on sort du virtuel, on veut que la société réponde tout de suite à ce que le virtuel nous donne tout de suite. Donc, c'est pour ça que Macron, que des jeunes comme Attal, comme Bardella, sont très présents dans la société d'aujourd'hui et qui correspondent à la vision de la population, de ce qu'ils attendent d'une politique. Ça veut dire des jeunes qui répondent tout de suite à leurs attentes et qui sont vraiment dans le réel et qui peuvent bouger d'un moment à l'autre. Ça veut dire aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est différent. Ça dérange pas. Aujourd'hui on a une génération qui s'est habituée à cela et ça ne les choque pas. Ceux qui sont choqués aujourd'hui, ce sont les cadras, les cinquantenaires, les soixantenaires. Mais les jeunes de 20 ans, ça ne les dérange pas. Aujourd'hui, c'est quand même ces cadras dont tu parles qui font cette société. Qu'est-ce qu'on laisse demain à nos gamins? Je veux dire, aujourd'hui, le modus operandi dont tu as parlé tout à l'heure, le modus operandi dont tu as parlé tout à l'heure du gouvernant Macron, personne n'est dupe de ça, puisqu'on en parle là aujourd'hui. Demain, quelle est la société dans laquelle on va être, nous, aujourd'hui, victimes c'est parce que tu raisonnes avec un logiciel périmé. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, par rapport à notre âge, on raisonne avec un logiciel qui est complètement périmé. Aujourd'hui, si tu es dans la société, si tu es en phase avec la société d'aujourd'hui, si tu es dedans, si tu y vis, tu verras que ce que nous pensons est un complet décalage de ce que cette génération pense. Et justement, le gouvernement s'est mis en phase avec cette génération. Mais de quelle génération? Ils n'ont jamais autant peu voté, cette génération. Moi, je veux bien que mon logiciel soit périmé, mais peut-être qu'il faudrait qu'ils enclenchent le leur de logiciel. Ils n'ont jamais aussi peu voté. Ça leur convient, sinon de ne pas voter. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est nous, les cadras, qui votons face à pour une société qui est de plus en plus jeune, qui vit de plus en plus longtemps, et c'est nous, cadras, qui votons
pour une population qui n'en a rien à cirer, qui ne vote Alors pas, qui ne aujourd'hui, plus de soyons 50% des sérieux. personnes, Yannick, par exemple, je vais prendre un chiffre. Aujourd'hui, plus de 50% des personnes ne veulent pas travailler, ne veulent plus travailler de la même manière. Les postes que l'on propose ne sont pas pourvus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus rentrer dans ce système d'aujourd'hui, de système de travail. Et ça a étonné, qu'il y ait eu ce chiffre-là. Quand on pose la question, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus D'accord. Et travailler une fois que tu dis ça, et qui quand veulent ça une nous vie mène où? différente. Non, Pardon? Cette vie différente, oui, d'accord. Une fois que tu nous dis ça nous mène où? Ils ne veulent plus travailler. Mais Aujourd'hui, quoi? Ils ça font quoi? nous emmène à C'est des comprendre de chômeurs? manière sociologique. Non, non, mais c'est pas ça. Mais justement, c'est parce qu'on raisonne toujours avec un ancien logiciel. non, C'est-à-dire non, qu'il faut je pense comprendre, pas. Je il faut pense. comprendre que le monde a changé, la perception du monde a changé, que les préoccupations d'avant ne sont plus les préoccupations d'aujourd'hui. Les jeunes, la génération d'aujourd'hui sait qu'il a un temps limité pour profiter de certaines choses et ils ne veulent plus consacrer leur temps à ce que les parents faisaient. Donc, les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas passer leur temps dans un travail, à rester 40 ans dans un travail. C'est plus ça du tout. Il y a un Mais mode de vie personne Non, ne qui est dit ça. complètement Il n'empêche différent qu'on et il faut le peut en même non, comprendre. mais je crois qu'il y a une différence de temps dire que le construire un monde modèle du de travail société. a changé, que les gens ne se voient plus faire carrière dans un métier, que de dire que les D'accord. gens ne veulent plus travailler. C'est pas On est la OK même chose. avec ça. On est OK Et avec le fait que les gens ne veuillent pas voilà, rester 40 ans dans un. Mais on peut construire quand même un modèle de société. voilà. Si le C'est pas la modèle de même chose. société qu'on a envie de construire, c'est celui qui est de changer de boulot parce qu'on s'y sent pas bien, d'évoluer, de bouger, why not? Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, quel est ce modèle de société pour lequel moi, vous, on se bat? C'est pas pour nous qu'on le fait. Je veux dire, on le fait pour une génération qui est d'après, quoi. Bon, et il ne Non, semble ben pas justement, on que ce devrait soit hyper arrêter. On intéressant. devrait arrêter de se battre. La problématique que l'on a, c'est qu'on devrait arrêter de se battre pour la nouvelle génération. On devrait se battre pour notre génération. Parce que la génération de demain, Euh, ça ne sera pas nous, c'est Avec un eux. logiciel périmé, Donc on est mort, hein, Quentin. arrêtons de vouloir bâtir un monde pour une génération qui ne nous correspond pas. Mais Accompagnons-les, le monde c'est que tu complètement bâtis aujourd'hui, différent. ça sera toujours l'héritage Il faut de les la génération accompagner à venir. et non pas bâtir pour eux. Kamal, Mais, la parole à toi, Kamal. Mais une mais société qui ne s'occupe pas j'ai envie de dire, de ses enfants, le monde que c'est tu une bâtis société aujourd'hui, décadente. Hein. Pardon. Hein. Une société qui ne s'occupe pas de ses enfants, c'est une société décadente. C'est une et mais société Non, qui mais c'est pas ce meurt. que j'ai dit. C'est une société J'ai qui dit meurt. qu'il faut les accompagner. Il faut les accompagner, non bâtir pour eux. C'est pas la même chose. C'est eux qui doivent bâtir leur monde. On doit non, mais les accompagner, mais on ne doit pas bâtir pour eux, sinon c'est notre propre monde qu'on perpétue. non, mais Kamal, ton avis. tu bâtis forcément pour eux à partir du moment que tu bâtis, parce que ce que tu bâtis est un héritage qu'eux, ils vont recevoir. Non, Donc, c'est pour ça que tu dois justement, j'ai prendre dit en qu'il ne faut compte pas bâtir pour la eux, manière que tu Kamal. bâtis les choses, tu dois les prendre en compte. Et il Tu faut m'as pas savoir que écouté, le monde. Kamal. Tu m'as pas Pardon? écouté. Tu m'as pas écouté. Je t'ai dit Si, qu'il ne faut pas bâtir pour eux. Il faut les accompagner, mais il ne faut pas bâtir pour eux. C'est à la génération de bâtir elle-même son monde. Nous, on a déjà eu notre monde qu'on a bâti ou qu'on a bâti pour nous. Il ne faut pas qu'on reproduise les mêmes choses. Cette société-là, pour la nouvelle génération, doit bâtir elle-même son monde. Parce que nous, on peut pas bâtir le monde de demain parce qu'on est dans une configuration qui ne nous permet pas de bâtir le monde de demain. On ne peut que bâtir, que construire le monde d'aujourd'hui et de la renforcer s'il le faut, mais on ne peut pas bâtir le monde de demain. Mais tu es conscient que le monde que les politiques bâtissent, ce n'est pas le monde qui correspond à notre réalité. Parce que quand tu dis que les politiques sont dans le coup, Mais c'est pour ils ça ne qu'il y sont a pas du tout dans le contradiction. coup. C'est Ils pour ça qu'il y a bâtissent toujours des un problèmes. monde selon leurs intérêts et pas l'intérêt du peuple. Donc, nous, on a notre responsabilité à jouer, à reprendre les choses en main pour éviter que les politiques bâtissent leur modèle qui répond à leurs besoins pour 1% de la population, de bâtir quelque chose de solide que nous pourrons transmettre et nos enfants, à partir de ça, ils vont bâtir leur propre monde. Mais on ne peut pas ne pas Mais c'est bâtir, pour on ça est que je obligé de bâtir. disais, mais bon, c'est peut-être un peu complexe ce que je dis, c'est peut-être un peu complexe. C'est pour ça que je dis que l'avènement de Gabriel Attal, 34 ans, de Macron, qui avait même pas 40 ans quand il est devenu président, l'avènement de ces personnes-là qui ont vraiment mis une claque aux générations politiques d'avant, tu vois, ça correspond justement. Eux, ils ont bien compris. Et c'est pour ça que l'adaptation se fait déjà par le haut. Et ça va peut-être gagner ensuite le reste, mais en haut, ils ont déjà compris qu'il fallait faire cette adaptation-là. Donc c'est pour ça qu'ils ont tout de suite mis les personnes qui correspondent à la nouvelle situation. Mais nous, on n'a pas encore compris. On veut toujours résoudre les problématiques avec notre vision qui est périmée.
Et donc, ça ne marchera jamais. On sera toujours dans le questionnement, dans des choses qui n'avanceront pas, ou semblant d'avancer, mais qui n'intéressera pas la nouvelle génération. Et c'est pour ça qu'on est en constant décalage. Bon, Oui. je ne voudrais pas trop en faire parce qu'on va faire des digressions, qu'on revienne sur le sujet. Mais là, il va être temps de le clore, justement, le sujet, parce qu'on en a un dernier à traiter. Ok. Et la question surtout qui se pose, hein, c'est OK, il faut arrêter de construire une société, il faut qu'on construise la nôtre. La question qu'on s'est posée, qu'on se posera, qui pourra même faire l'objet d'une émission, parce que c'est un sujet très intéressant. La génération dont on parle, celle qui arrive, la nouvelle, nos enfants, que veulent-ils comme société? Laisser construire la leur. Mais oui, mais sur quelle base? Parce que celle qu'ils construisent aujourd'hui, c'est aussi celle dans laquelle nous vivons. Nous vivons là-dedans. Et je suis d'accord. Je sais que c'est complexe, mais la mutation est en train de se faire sous nos yeux et on n'y comprend rien. Je suis d'accord. Ça, la problématique, c'est qu'on est complètement en décalage. Si on ne comprend pas ce que je viens de dire, on ne peut pas comprendre ce que le gouvernement est en train de faire. Mais le gouvernement lui-même ne comprend pas ce qu'il fait parce qu'il ne prend pas les décisions lui-même. C'est d'autres qui le pointent à la table. Non, mais j'ai envie de dire, nous devons effectivement construire avec les jeunes, pas sans eux, construire avec eux. Ça veut dire que leur poser la question, quel monde que vous voulez pour demain, et à partir de ça, construire le monde que nous allons les laisser en héritage. Mais on ne peut pas Kamal, je viens de te dire encore, tu es complètement hors sujet. Ton logiciel, Kamal, est périmé. On ne va pas demander à des personnes quel monde vous voulez pour qu'on puisse le construire pour vous. Non, on va les laisser construire leur monde. C'est deux démarches différentes. Merci, messieurs. Sujet clos. Mais on y reviendra, parce que tu as lancé quand même. Mais on a un jeune avec nous. Tu devrais lui poser la question. J'aime beaucoup. Ça va être à son tour, là. On a, en substance, j'aime beaucoup, Kant, la manière dont tu nous dis, d'une manière très intelligente et quasiment politicienne, que nous ne sommes pas assez férus pour comprendre la réflexion hyper complexe que tu tentes de nous apporter. J'aime beaucoup ça, mais on y reviendra. Parce que c'est un sujet très, 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 très intéressant. Et on passe au dernier sujet. Nous allons accueillir dans le même temps Marlon qui est avec nous. Marlon, on peut l'intégrer au plateau en régie. Bonsoir Marlon qui est avec nous. Marlon qui fait sa première aujourd'hui. Marlon a 18 ans et va avoir un regard qui n'est pas le nôtre, qui est le regard d'un jeune, qui veut construire peut-être finalement son futur. On revient dans un instant juste après le jingle et on parle du dernier sujet du jour qui est cette fameuse rallonge de 300 € accordée par les députés à eux-mêmes. À tout de suite. Ce sont des frais professionnels. Nous ne payons pas nos maisons avec, nous ne payons pas nos frais personnels, ce sont des frais professionnels. Et nous avons convenu que c'était opportun pour plusieurs raisons. Parce qu'il ne s'agit pas, il faut être très clair, il ne s'agit pas d'une hausse de la rémunération des parlementaires. Nous n'aurions jamais, dans le contexte actuel, voté une hausse de la rémunération des parlementaires, notre indemnité parlementaire. Nous avons voté à l'unanimité la hausse du plafond de nos frais. L'argent qui va servir éventuellement à augmenter le plafond, puisque ce n'est pas de l'argent qui va forcément être dépensé par les parlementaires, provient évidemment de nos réserves et nous ne la finançons pas par une augmentation de la dotation de l'Assemblée nationale. C'est choquant parce qu'on est dans une assemblée qui refuse l'indexation des salaires sur l'inflation et on va y venir. La première demande des Français, c'est de vivre de son travail, de bien vivre de son travail. Donc dans cette assemblée où on refuse l'indexation des salaires sur l'inflation, où on va doubler les franchises médicales, où on va augmenter l'électricité de 10%, bon, dans ce cadre-là, les députés se permettent une augmentation pour leur budget à eux. C'est pas normal. S'il y a à se serrer la ceinture, ça doit commencer par les dirigeants, ça doit commencer par montrer l'exemple, ça doit commencer par le haut. Voilà, messieurs, pour ce sujet. Moi, je vais de suite donner la parole à Marlon et on revient juste après.
Marlon, c'est à toi. C'est à toi, Marlon. Ok. Mais déjà, bonsoir à tous. Alors, ce mercredi 24 janvier, sous un très bon prétexte de l'inflation, le bureau de l'Assemblée nationale a donné une hausse de 5,4%, soit 300 € d'avance de frais de mandat. Argent utilisé par ces derniers pour payer des hébergements, des véhicules lors de déplacements ou même de réception. Avec le vote de tous, hormis celui de la France insoumise, ça n'a pas suscité de débat. Mais ça a déclenché pourtant l'indignation des Français et des médias en France depuis maintenant quelques heures. De quoi poser des questions quand on sait que le prix global a augmenté de 10% depuis le début de l'inflation, 10% supplémentaires bientôt, ce 1er janvier 2024 pour l'électricité, alors qu'on sait qu'on a déjà 30% de plus depuis 2023. Les Français, eux, n'ont pas connu d'augmentation de salaire depuis 2021. Rien pour le peuple, mais tout pour les élus. Belle application de la devise française contenant le mot aujourd'hui anecdotique, égalité. Le chef de l'État a parlé de réarmement politique et a même cité le réarmement démographique lors de son discours. Mais à quand le réarmement du portefeuille de nos Français, qui pour aujourd'hui tire à blanc. 68 millions de Français sur le territoire, avec 23 millions qui estiment ne pas avoir un niveau de vie décent. Merci Marlon pour l'introduction de cette chronique qui dit des choses, bravo en tout cas pour cet avis que tu nous donnes. Je crois que tu avais des questions aussi à nous poser. Mais c'est sûr que j'ai quelques questions, parce que même si je reste un jeune qui s'intéresse un tout petit peu à la politique, il ne faut pas dire que ma culture non plus soit, on va dire, gigantesque. Et j'aurais besoin évidemment de l'avis de tous, que ce soit ceux qui sont présents aujourd'hui, qui parlent avec nous, ou même ceux qui sont dans le chat et qui nous écoutent. Et j'aimerais d'abord demander quel est leur ressenti à ce sujet-là. Le ressenti d'une manière générale. Messieurs, on va commencer par Kamal. Votre ressenti à travers ce que vient de nous dire Marlon et à travers ce sujet. Oui, mon ressenti, c'est effectivement de la désolation, parce que je trouve que cette augmentation est malvenue, surtout dans le contexte actuel où, voilà, M. Ruffin le disait très bien, où on a vu toutes les augmentations qu'on se prend et qui va continuer encore. On n'est pas capable de nous garantir une stabilité des prix sur 2024. Et derrière, on a nos rois, nos bourgeois, nos comptes qui sont en train de s'augmenter au nom de je ne sais pas quoi. Ils ont qu'à diminuer leur déplacement et tout. Donc voilà, ça, je l'ai très mal vécu. Et notamment le fait que nous a toujours pas remis les 5 € des APL. Parce que je les attends toujours, ces fameux 5 € de ces étudiants qui vont se retrouver à la porte d'ici quelques mois à cause de Paris 2024. Donc, pour moi, c'est très malvenu ce type d'augmentation dans des contextes comme ça où les gens souffrent, les gens ont du mal à manger, où nos agriculteurs sont dans la rue parce qu'ils demandent juste qu'on baisse les taxes, qu'on leur donne la possibilité de manger à leur faim et dignement. Et de l'autre côté, les bourgeois sont assis sur notre fortune en train de se gaver. Donc, comme disait La Fontaine, que vous soyez riche ou pauvre, la justice des bourgeois vous feront. Je vous laisse la suite, mais c'est très, très, très désagréable ce type d'augmentation. Merci Kamal. Même question du coup pour toi, Kant. Et ensuite, je laisse ensuite Marlon vous poser d'autres questions. Tout d'abord, je voudrais féliciter Marlon, lui dire bravo, j'ai apprécié. Alors, je vais vous voyer, malgré le jeune âge, parce que je pense qu'on mérite tous le respect. Ne pas considérer qu'on est jeune et qu'on peut tutoyer. On voit bien qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont des responsabilités au niveau de l'État. Donc, j'espère que Marlon en fera partie peut-être dans le futur. En tout cas, félicitations Marlon. Très, très bien la chronique, j'ai apprécié. Alors, je voudrais vous répondre par rapport à cela. 305 €. Pour moi, c'est énorme, cette augmentation. Quand on met cette augmentation face à l'augmentation du SMIC, 1,13%, et vous nous avez rappelé que leur augmentation était de l'ordre de 5%. C'est bien cela, Marlon? C'est ça, 5,4. Voilà, 5,4% pour les avances sur les frais de mandat et 1,13% pour les SMICards. Donc déjà, ça représente aussi 50% de la somme que touchent certains agriculteurs qui sont sur le seuil de pauvreté. Ça veut dire 60% du salaire médian. On sait que c'est à peu près dans les 550 €, 660 €.
Donc, eux, ils se sont augmentés de la moitié de ce que touchent les agriculteurs. Et je rappelle qu'il y en a 2 qui se suicident tous les jours. Alors, ces personnes nous disent que c'est parce qu'ils ont des frais d'augmentation d'essence qui augmentent. Mais la population, tout le monde subit l'augmentation de l'essence. Est-ce pour autant que les personnes qui subissent l'augmentation des essences, nous tous, nous avons des augmentations de cet ordre-là de 5%? Non. Ensuite, je vais vous parler des professeurs qui sont dans les écoles, qui enseignent et qui ont besoin d'avoir des outils pour enseigner. Bien souvent, même des infirmières, bien souvent, ces professeurs sont obligés d'acheter un cahier, d'acheter les stylos, d'acheter les compléments, parce que quand ils en font la demande, il faut faire une note administrative, ça prend 3 mois avant d'avoir les éléments pour pouvoir travailler. Et bien souvent, ces professeurs tirent de leur poche l'argent pour pouvoir acheter les outils pour les élèves. Et n'ont pas d'augmentation non plus, ils n'ont pas de remboursement par rapport à ce qu'ils font, c'est tant pis pour eux. Et voilà, c'est eux qui en prennent la décision. Donc, c'est vraiment un scandale. On sait aussi que les frais sont une manière d'augmenter le salaire de manière détournée. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai dirigé une société de transport, par exemple, pendant 20 ans, 20-25 ans. Et je sais qu'à cette époque-là, c'était admis. On défrayait nos employés avec des frais de déplacement, des frais sur leurs dépenses, etc. Et c'était admis par l'administration. Par exemple, sur le barème kilométrique, par exemple. Pourquoi ils ne se mettent pas sur le barème kilométrique? Si c'est vraiment pour leurs frais de déplacement, il y a ce qu'on appelle le barème kilométrique qui est admis par le service des impôts. Et ce barème vous rembourse vos dépenses suivant le nombre de kilomètres que vous faites. Mais ils ont des voitures de fonction, donc ils ne peuvent pas avoir le barème kilométrique. Oui, mais s'ils ont des voitures de fonction, ils n'ont pas besoin de... Donc, ça veut dire qu'ils ne dépensent pas. Ils ne dépensent pas plus, c'est pour ça que c'est pas puisque c'est justifié. pris en charge. Donc, c'est de l'hypocrisie, et c'est vraiment un scandale. Et je trouve que ces personnes-là devraient avoir honte. Mais on voit que ces personnes-là n'ont pas honte parce qu'ils ont une considération pour le peuple. Ils n'ont pas de considération en réalité, ils s'en foutent. Ils cherchent une justification, ils se disent leur truc, et puis ils se disent dans 2 mois, ils auront oublié ça. On s'en fout, on s'en prend plein les fouilles, et on n'en a rien à faire de ceux qui souffrent, de ceux qui sont pauvres. Merci Quentin. Voilà. Merci. Je pourrais en dire beaucoup parce que c'est quelque chose de révoltant, mais de répugnant, de vomissant. Je me retiens moi aussi à ce titre, parce que bon, voilà, Marlon, je sais qu'il est un peu stressé par l'exercice, donc voilà, je te laisse la parole, Marlon, mais je partage absolument tout ce que je viens d'entendre c'est très révoltant comme situation. Mais Marlon, à toi. J'aimerais vous poser une deuxième question. Donc cette augmentation, alors en rappelant d'abord le budget qui était d'avant de 5 645 €, qui est maintenant de 5 950, j'aimerais vous demander à vous si vous trouvez qu'elle est nécessaire et si elle aide d'une quelconque manière le peuple, parce que c'est le but premier de la République. Très, très, très bonne question, très à propos. Kamal, est-ce que ces 5 900 € qui étaient 5 600, qui sont devenus 5 900 €, sont d'une quelconque utilité à nous, citoyens? Honnêtement, je fais partie des gens qui, si je suis élu, je veux supprimer parce qu'il n'est pas justifié qu'ils aient droit à ces frais, alors que derrière, ils ont droit à accès à tout. Ils ont droit à des cartes pour les avions, ils ont droit à 100, je crois, plus de 100 voyages en avion gratuitement déjà payés par l'État, ils ont accès au train, ils ont accès au bâtiment, ils ont accès à tout. Donc, à quoi servent ces frais? À part mécaniquement et de manière détourner, d'augmenter leur propre salaire. Donc, pour moi, ce n'est pas justifié. Nous, dans une entreprise, moi, je suis chef d'entreprise, je ramène des tickets de carte bleue. Donc, il suffit qu'ils ramènent des tickets de carte bleue et on les rembourse sur leurs dépenses réelles. Donc, ces frais-là ne sont pas justifiés. Moi, je suis pour que nos députés nous ramènent des tickets de carte bleue et qu'ils soient remboursés sur leurs frais réels avec des plafonds. Donc, pour moi, il faut le supprimer. On a déjà vu ce que ça a donné. On a déjà vu ce que ça a donné, cette demande de transparence de réclamer à la classe politique sur l'utilisation de l'argent public, de votre argent, messieurs, du mien et de celui et du futur argent de Marlon aussi. Kamal, et rappelons-nous, même question.
Alors, pour répondre à Marlon aussi, très très belle question. Il faut aussi rajouter le fait que les députés ont une enveloppe de 11 000 euros pour Oui, mais ça, c'est pour pour les frais de les attachés parlementaires et le voilà, pour rythme. les attachés parlementaires mensuels, hein, 11 000, Tout à hein, fait, tout à 11 fait, 000, tout hein, à fait. voilà. Donc moi, je pense que on se moque de nous. On sait qu'aujourd'hui, avec tous les moyens numériques qui ont été mis en place, le député n'a pas forcément besoin de se déplacer auprès du public. Il peut très bien organiser, parce que tout le monde se serre la ceinture, on peut très bien organiser avec les moyens de l'État des séquences visio. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place exactement comme on a dit aux médecins. On a dit aux médecins, voilà, vous êtes machin et tout, on ne va pas payer plus, vous allez faire de la téléconsultation par visio. C'est ce qu'on fait Pourquoi les actuellement. députés ne peuvent pas faire de la téléconsultation pour le peuple? Aller à la rencontre du peuple par télévisio pour pouvoir, si quelqu'un veut rencontrer son député, le faire par visio. Pourquoi il ne peut pas le faire? Il pourrait même rencontrer plusieurs personnes, organiser même des réunions de personnes sur le même thème. S'ils ont le même thème et les mêmes questions à poser, il pourrait le faire. Rationaliser son temps, rationaliser ses déplacements, plutôt que de s'augmenter de 305 euros. Ça n'a pas de sens. On voit bien que là où on demande à certaines professions de rationaliser et de baisser sur les coûts, l'Assemblée nationale, c'est exponentiel. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... pour l'Assemblée nationale, pour les députés, voilà, open bar. On a Et souvent pour entendu. moi, c'est un moyen d'acheter les députés. C'est un moyen d'acheter les députés, puisque aucun député jusqu'à maintenant n'a jamais démissionné, même quand il y avait les votes de censure du gouvernement, etc., etc. Parce que si les députés étaient sincères, s'ils voulaient casser le gouvernement, ils démissionneraient en masse. Mais on voit Merci. bien que c'est un moyen d'acheter les députés, et les Merci. députés sont comme tous les autres, ce sont des personnes qui sont achetables, Merci, Quentin. et même si ce sont des frais, c'est une manière déguisée de récupérer de l'argent et de rémunérer. Marlon a une dernière question, mais sur ce sujet des rémunérations. On a déjà entendu que ça ne changeait pas grand-chose, hein, vous comprenez. Réduire le salaire des ministres, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas là où est le problème ni de l'inflation, ni des besoins financiers français. Marlon, tu as une dernière question, il me semble. C'est ça. Mais avant de passer à cette dernière question, du coup, j'aimerais rappeler une nouvelle info qui est peut-être passée sous le tapis. En été 2022, les sénateurs et les députés avaient déjà été augmentés de 253 € au niveau de leur indemnité mensuelle. Ce qui, bout à bout, commence à faire une belle somme au fil des années. N'est-ce pas? C'est une augmentation qu'on ne connaît pas, nous, en tant que salariés. Hein. 500 € sur un an, elle serait belle. C'est ça, même quand on est chef d'entreprise. Et même quand on est chef d'entreprise, bien entendu. À toute échelle, on n'en voit pas le bout. Mais j'aimerais rajouter aussi mon propre avis. Oui. Moi qui, il y a 2 semaines, était avec des enfants et des personnes âgées faire une collecte alimentaire, on a pu parler avec des gens et eux-mêmes nous disaient que en fait, c'était difficile. Ils aimeraient bien donner, on veut bien s'aider entre nous, mais si on n'a pas de moyens, le mois, c'est à quoi bon en fait? Et je pense que cet argent justement qu'on verse, que ce soit à l'État, aux ministres et à tous ces gens-là, pourrait être donné à des gens qui en ont vraiment besoin avec des métiers valorisants qui sont aujourd'hui même plus utilisés, enfin que les jeunes comme moi, par exemple, quand je parle avec des amis, on ne veut plus faire. Et j'aimerais savoir, pour les gens qui nous écoutent, et aussi pour les gens, pour Kamal et Kant, qui sont ici avec nous, qu'est-ce qu'on pourrait dire à la jeunesse d'aujourd'hui pour les rassurer à ce niveau-là? Leur dire que leur argent ne va pas finir dans la poche d'un politicien qu'on ne connaît pas. Et... il faut vous débrouiller, il faut construire votre propre société de demain. C'est à vous de la construire. Je taquine Kant, hein, évidemment, en disant ça. Kamal, la réponse à la question posée par... la réponse est assez simple et il a tout à fait raison de poser la question. Mais moi, je pense que la réponse est assez simple, c'est vous, investissez-vous en politique, de manière à mettre en place la politique qui répond à vos besoins. Tant que vous laissez la politique entre la main de ces personnes-là qui sont là pour leurs intérêts, vous ne verrez pas un centime de cet argent. Parce qu'ils se gavent sur notre dos, ils se gavent sur tout ce qu'on fait et ils se gavent sur l'héritage de nos enfants, sur notre pays. Il faut que chaque citoyen
quel que soit l'âge, dès 16 ans, que nous nous investissons en politique et que nous demandons des comptes à nos députés, à nos maires, à nos sénateurs. Il faut que les rappeler que c'est eux qui travaillent pour nous et pas le contraire. C'était là ça la révolution, le pouvoir au peuple. Redonner le pouvoir au peuple, eh bien, il faut reprendre ce pouvoir parce qu'ils se sont accaparés le pouvoir, ils se sont accaparés le pouvoir politique, économique, financier et tout le reste. C'est à nous de reprendre le pouvoir. Et tant que nous ne mettons pas en place les mécanismes nécessaires pour reprendre le pouvoir, et la première des choses, c'est de nous investir en politique, parce que là, on les a laissé la politique en faisant croire que nous, on ne savait pas faire, on n'était pas intéressés. Mais si vous donnez la main à quelqu'un sous tout, ben, il fait ce qu'il veut avec. Et surtout, on ne demande pas de compte. Ah ben maintenant, il va falloir qu'on demande des comptes, qu'on rentre dans le jeu politique et qu'on impose ce que nous, on souhaite pour notre pays, pour notre avenir. Et ça, je pense que c'est essentiel. C'est à nous de reprendre les choses en main. Investissez-vous en politique, allez chercher vos copains du collège, dès le collège, faire en sorte qu'ils soient en politique, qu'ils soient dans les conseils de quartier, qu'ils soient dans les conseils municipaux et autres. Soyez en politique pour montrer que vous n'êtes pas de côté et vous voulez vraiment faire partie de la politique de votre pays. Merci Kamal. Kant, voilà, même question. Eh ben, j'aime bien cette question parce que il y a quelque chose que j'avais écrit, mais là je le reprends différemment, mais c'est un peu presque biblique hein, ce que je vais dire. C'est que la jeunesse, la jeunesse, elle est souvent sévère. Elle est très sévère la jeunesse, et elle sait pourquoi elle l'est parce qu'elle vit des choses très très difficiles aussi, et elle a son expérience. Mais je voudrais dire à un jeune comme Marlon, j'aurais dû lui dire, et je parle à tous les jeunes en même temps, c'est que vous êtes le sel de la terre. Et pourquoi je dis qu'il faut rester comme vous êtes? Parce que si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Donc il faut garder cette jeunesse et cette vision vraiment pas innocente des choses, mais cette vision plutôt vers quelque chose de bénéfique et de la prise de hauteur. Si vous perdez votre saveur, vous ne valez plus rien. Si vous perdez votre valeur, on vous jette dehors, vous serez piétiné par les autres. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et vous êtes ces villes situées sur les différentes montagnes de ce monde. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. C'est ce que je veux dire à ces jeunes-là. Vous êtes le sel de la terre. Vous avez vocation à être ce que n'a pu être vos ancêtres. Et vous devez relever ce défi. Vous devez redonner de la saveur au monde. Et nous comptons justement sur cette jeunesse pour que cette société ne soit plus fade, mais qu'elle ait de la saveur. Et quand j'entends Marlon, je me dis qu'il n'est pas fade, ce garçon. Il a beaucoup de saveur. Et je me dis qu'il y a beaucoup de belles choses à venir. Et j'espère qu'on vous reverra, Marlon, et que vous allez prendre de plus en plus de place dans cette émission, parce que justement, vous rendez cette émission vivante et vous lui donnez beaucoup de saveur. Merci beaucoup Kant. Et justement à ce propos, j'ai sélectionné 3 messages parmi les nombreux qui sont arrivés. Donc je salue pêle-mêle comme ça. Je salue Christelle, je salue Nathan, je salue Héloïse, je salue l'abbé, je ne sais pas d'où. L'abbé, mais salut à l'abbé. Salut, qui sait, allez savoir. Je salue tous ceux qui nous ont regardés, laissé des messages qu'on n'a pas pu lire parce qu'on avait une émission, une actualité chargée. J'en ai sélectionné 3. D'abord, Lucinda qui dit « Bravo Marlon, voilà, c'est la jeunesse que l'on veut. Les questions sont excellentes et on sait qu'elles sont sincères et non politiques. Bravo à GFM de faire cette démarche avec les jeunes. » Thierry nous dit « Bravo jeune homme, très bonne émission, je valide, c'est à refaire. » Et Erika qui nous dit « Bravo à vous pour cette émission, vous êtes bon et vous faites la politique que l'on comprend sans langue de bois. Mention spéciale à Marlon, tu assures. Attention Yannick, tu es en danger. »
Je le disais tout à l'heure, une société où l'élève ne dépasse pas le maître, une société où le père ne s'occupe pas de son fils est une société décadente. Alors, bienvenue Marlon, bravo pour cette chronique et avec plaisir, je te laisse la place parce que c'est avec grand plaisir et bravo. Puisque, pour que vous le sachiez, il nous reste 2 minutes avant de conclure, mais je dois quand même en dire un petit mot. Marlon fait partie du fameux labo de formation que j'ai créé avec d'autres jeunes et dont certains vont par roulement venir quand même participer à cette émission. Il a relevé le challenge, il a écrit absolument tout seul. Je l'ai à peine regardé, il m'a quand même sollicité par, je pense, par acquis de conscience et par stress certainement, mais c'est un travail exceptionnel qu'il a fait tout seul. Je n'y ai pas ma place dans ce travail qu'il a fait. Et donc bravo Marlon pour cette première chronique parce que c'est pas facile. Tu es regardé, tu es vu, tu es face à des experts et tu as remarqué que l'ajout de politique était quelque chose d'assez important et pas que chez ces deux-là, hein, parce qu'il y en a d'autres, notamment Cindy que l'on salue et Vincent qui nous a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça. J'aimerais conclure avec une petite question pour toi, Marlon, qui reprend un petit peu tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Quand tu parlais tout à l'heure d'une société que vous deviez construire et que dans laquelle peut-être nous, en tant que parents, nous n'avions plus forcément de place. Quelle est ta vision sur la société que tu vois, sur celle que tu veux demain? Je sais que c'est pas une question préparée, donc je te prends comme ça au pied levé, mais je sais que tu vas être en mesure de réagir et de me répondre. Ouais. J'avoue être un peu pris de court. C'est pas une question habituelle et que même nous, jeunes, on se pose comme ça quand on est entre amis. Mais c'est vrai que si je mentirais si je disais qu'aujourd'hui, je sais parfaitement comment je me vois demain et où je vais être ma place dans la société, même si on parle pas niveau études, mais c'est compliqué. Je sais qu'en tout cas, quand j'en parle rarement avec des amis intéressés, que ce soit de politique ou même quand on parle de social, c'est un sujet, je dirais, limite tabou. Parce qu'on n'a même pas de réponse à se donner à nous-mêmes et qu'on ne peut pas donner non plus à nos amis. Donc on en vient un petit peu à se demander de quoi demain va être fait. On regarde la politique, beaucoup on ne comprend pas ce qui se passe à la télé. Et moi-même le premier, j'ai dû me renseigner moi-même de mon côté sur Internet ou par des amis ou des adultes qui en savent beaucoup plus que moi et qui ont pu me donner de l'élan, on va dire, des ailes pour me lancer un petit peu dans ce monde. Mais je pense que les jeunes, que ce soit moi ou les autres, nous avons... C'est pas une réclamation, mais c'est une sollicitation dont nous avons besoin, en fait. D'être sollicités par nos aînés, par ceux qui ont déjà l'expérience. Parce que même si, comme l'a dit Kant avant, nous sommes le sel de la terre, qu'est-ce qu'on va aromatiser, en fait? C'est ça. Nous n'avons pas le plat, en fait. On n'a pas la base qui va avec. Et excellent. Ah, j'ai du souci à me faire. Hein. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire en fait sans nos aînés ? Excellent, Marlon. Mais ce que vous allez aromatiser, ça sera vos propres plats justement. Donc vous serez les artisans de votre art. Et c'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire que partir de rien finalement, faire tabula rasa, c'est-à-dire que garder l'essentiel, ce qui vous a guidé jusqu'à maintenant. Et justement bâtir quelque chose. Et c'est vrai que l'histoire ne doit jamais être jetée aux orties ou dans les poubelles, parce que l'histoire permet de ne pas recommencer les mêmes bêtises, ou peut-être l'histoire nous permet d'apprendre de ce qui a fonctionné. Donc moi je pense que les jeunes comme vous devez retenir de l'histoire les bonnes choses pour avancer, les mauvaises choses pour ne pas tomber dans le trou. Et je pense que c'est comme ça, justement, que votre sel ne perdra pas de sa saveur, ne sera pas fade, mais qu'elle sera justement un vecteur d'aromatisation des actions que vous allez commettre. Merci Kant pour ce mot de la fin. Kamal, un petit mot de la fin, une réaction sur ce que vient de dire Marlon, et ensuite on va devoir conclure sur cette belle émission. Il a tout à fait raison quand il finit par qu'est-ce qu'ils vont aromatiser. Et c'est pour ça que je dis que nous, on doit faire très attention à ce qu'on laisse comme héritage et ne pas laisser un héritage amer à nos enfants. Ne pas laisser les portes avec des clés, quand ils ouvrent, ils ne trouvent que des dettes et de la désolation. Donc, on a notre responsabilité dans tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons laisser à nos enfants. Et si nous ratons le coche,
eh bien, nous gâchons l'avenir de nos enfants aussi. Donc, nous sommes aussi liés à cette comment dirais-je, à cette transition ou bien cette passation de pouvoir ou cette donc voilà, tout ce qu'on va transmettre, voilà, nous C'est une sommes liés. continuité de la vie, Voilà. hein, tout Et simplement. donc, l'Ecclésiaste nous disait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, donc on ne peut pas totalement faire table rase. Ils partiront forcément de ce que nous, on va laisser. Et bien, c'est à nous de ne pas laisser des choses amères à nos enfants. Voilà, c'est Merci. ça que je pourrais ajouter. Merci Kamal. Marlon, le mot de la fin est pour toi. J'espère que cette expérience te sera profitable. Tu reviendras, hein, puisque c'est programmé, Ah oui. c'est planifié. Le mot de la fin est pour toi. Petit mot de la fin. Pour une super émission, j'aimerais quand même finir avec une petite touche d'humour qu'un collègue à moi m'a envoyé. Ce qui s'est passé là en fin d'année dernière, quand on avait déjà les premières augmentations des sénateurs et des députés. Qu'avec cet argent, ils pourront faire un excellent cadeau à l'ancienne ministre Elisabeth Borne, un super maillot floqué 49.3 qu'elle a reçu pour les fêtes de fin d'année. Je pense que ça pourrait être un bon cadeau. Merci Marlon. Merci pour ce mot de la fin. En plus, il a de l'humour. Et je suis fier de toi, Marlon. Bravo. Je suis fier de mon poulain. Vraiment, bravo. Parce que, Bon, on est tous fiers. Hein. Même si je ne suis pas surpris dans l'absolu parce qu'on se connaît, mais bravo pour avoir pu le faire de cette manière. Merci, merci messieurs. Merci Kant. Merci Kamal. Pour avoir participé à cette émission avec moi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Politiquement Vôtre. Nul doute que l'actualité sera encore très chargée. Prenez soin de vous et des autres. À la semaine prochaine. Salut.